Alors, oui, j'ai déménagé, ça se voit. Donc c'est aussi probablement pour ça qu'il y a peut-être des soucis de son, voilà, la lumière est pas encore tout à fait au taquet, l'installation est à parfaire, je le sais, mais bon, voilà. 2, oui, ça fait longtemps, et j'espère pouvoir vous en parler très bientôt dans une autre vidéo, si je trouve les mots. Et 3, il n'y a pas de 3 en fait. Allez, on part tout de suite avec la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est plutôt rare que je fasse des vidéos en rapport avec l'actualité, mais c'est un sujet qui a le don de m'énerver. Du coup, j'avais envie de partager avec vous certaines choses qui m'interrogent en ce moment. Vous vous en doutez, puisque vous avez vu le titre de la vidéo et la vignette. On va parler de la polémique qui secoue le Festival de Cannes 2017, en rapport bien sûr avec les films Netflix nommés en compétition. Je résume un petit peu les choses pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi l'histoire et l'actualité de Cannes. Lorsque les organisateurs du Festival de Cannes 2017 ont dévoilé la liste officielle des films en compétition, il y a deux films qui ont un peu surpris certains. C'est la présence de Okja, du réalisateur sud-coréen qui s'appelle Bong Joon-ho. Je suis désolé, je suis pas coréen, enfin je ne parle pas le coréen, donc je vais probablement écorcher son nom plus d'une fois dans cette vidéo. Et The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, ou Baumbach, je sais pas non plus. Je suis pas germanophone non plus. Ces deux films, pourquoi ils ont surpris et pourquoi ils ont créé une polémique par la suite, c'est que ces deux films en fait sont des productions Netflix et vont sortir en exclusivité sur la plateforme de SVOD, donc de vidéo à la demande par abonnement, et ne sortiront pas en salle, en tout cas en France. Et ça, évidemment, ça a provoqué une espèce de polémique qui émaille un petit peu toute l'actualité du Festival de Cannes depuis cette annonce-là, et depuis, évidemment, le début du Festival de Cannes la semaine dernière. Bien sûr, pourquoi ça n'arrive que maintenant? Parce que c'est la première fois qu'il y a des films exclusifs à Netflix qui vont être en compétition à Cannes. Et bien évidemment, un certain nombre de personnes, notamment des distributeurs, donc qui sont les personnes qui gèrent les salles de cinéma en France, expriment leur mécontentement. Oui, je suis pas contente. Là-dessus, bien évidemment, les organisateurs de Cannes vont voir Netflix en leur demandant « Écoute, ça serait quand même sympa que tu sortes tes films au moins en France ». Netflix refuse, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et là, Monsieur Cannes explique à Netflix que dès 2018, puisque c'est comme ça, chaque film qui ne sortira pas en salle, ou qui n'affirmera pas clairement sa volonté de sortir en salle au moins en France, ne pourra pas figurer dans la liste officielle de la compétition de Cannes 2018 et donc des prochaines éditions. Le festival est heureux d'accueillir un nouvel opérateur ayant décidé d'investir dans le cinéma, mais veut redire tout son soutien au mode d'exploitation traditionnel du cinéma en France et dans le monde. En conséquence, et après consultation de ses administrateurs, le Festival de Cannes a décidé d'adapter son règlement à cette situation jusque-là inédite. Dorénavant, tout film qui souhaitera concourir en compétition à Cannes devra préalablement s'engager à être distribué dans les salles françaises. Cette disposition nouvelle s'appliquera dès l'édition 2018 du Festival international du film de Cannes. On en est là. Alors à partir de ce moment-là, on se dit que bon, le camouflet est terminé, on va pouvoir profiter d'une quinzaine à Cannes sur la croisette tranquillement de cinéma. Eh ben pas du tout. En effet, en marge de Cannes, Pedro Almodovar, qui est le président du jury de cette édition, explique qu'il ne croit pas concevable qu'une Palme d'Or ne sorte pas dans une salle. Alors il rétropédalera un petit peu après, en expliquant qu'il a mal été compris. Bon, on va le dire que voilà, c'est qu'il fait preuve de bonne volonté ou qu'il est de bonne foi. Très bien. Mais c'était sans compter que lors des diffusions, lors des projections de Okja et de The Meyerowitz Stories, c'est pas facile à dire, il y a eu des sifflets à l'apparition du logo Netflix dans les projections. Je pense qu'il y a des choses à dire. Déjà, première question, qui est-ce qui gueule? Qui est-ce qui gueule? C'est plutôt simple en fait, c'est pour la plupart les distributeurs, qui voient d'un mauvais œil l'essor de Netflix, qui est une plateforme qui est vécue comme concurrente.
Les distributeurs, d'une manière générale, ont toujours vu d'un mauvais œil les évolutions du marché. Que ça soit la vidéo, le DVD, donc la cassette, la vidéo à la demande, la télévision, bien sûr, et maintenant, la dernière mouture de ces évolutions-là, c'est la SVOD, la vidéo à la demande, par abonnement. Dans les années 80, c'est à la suite de leur pression qu'a été mise en place ce qu'on appelle la fameuse chronologie des médias. Dans les années 80, avec l'essor de la vidéo et donc de la VHS, les distributeurs ont peur de la concurrence que pourrait faire ce nouveau support aux salles de cinéma, et donc mis en place légalement un délai minimal entre l'exploitation en salle et la sortie des formats vidéo. Donc ça commence bien sûr par la VHS, mais ensuite ça continuera avec le DVD, le Blu-ray, etc. C'est pour ça que un DVD, un Blu-ray, un HD DVD, tout ce que vous voulez, une VHS ne peut pas sortir avant 4 mois après l'exploitation en salle. La première date d'exploitation en salle. C'est-à-dire que, très souvent, vous allez avoir un film qui sort, mettons, le 14 décembre, ça a été le cas pour Star Wars Rogue One l'année dernière, et ben 4 mois après, souvent jour pour jour, d'ailleurs, les studios utilisent cette fenêtre de façon souvent très carrée. 4 mois après, vous allez voir jour pour jour, le DVD, le Blu-ray sortent en même temps. Alors bien sûr, ça a été la même chose pour la télévision, qui a toujours été vécue comme un ennemi par les distributeurs de salles. Bon, c'est pas l'objectif maintenant de prouver que oui ou non, mais en tout cas la télévision a été drainée dans cette légalisation, on va dire, de la chronologie des médias, c'est-à-dire que de la même manière qu'un format vidéo ne peut pas sortir avant 4 mois après la sortie de l'exploitation en salle, c'est la même chose pour les télévisions payantes et gratuites. Quand c'est payant, donc en l'occurrence Canal+, il va y avoir un délai entre 10 et 12 mois après l'exploitation en salle, et pour les chaînes qui sont coproductrices, il y a un délai qui est un peu plus long aussi. Donc je vous montrerai le tableau pour que vous puissiez comprendre. Là-dessus, les chaînes en fait ont été un petit peu emmenées dans l'engrenage du financement du cinéma français, ce qui est somme toute une bonne chose, puisque, si vous voulez, les chaînes qui sont coproductrices d'un film vont avoir la possibilité de négocier des exclusivités dans la diffusion en fait des films avec lesquels ils ont négocié. Là-dessus, ça paraît intéressant, bien sûr, en tout cas, ça permet de mettre du grain à moudre dans la machine du cinéma français. Donc là-dessus, bien sûr, c'est un système qui, a priori, est vertueux, même si ça peut, à l'occasion, profiter à certains films qu'on n'aurait peut-être pas forcément voulu voir. Tout ça, en fait, c'est fait pour quoi ? C'est fait, pour préserver les distributeurs, donc les salles, et 2, pour préserver le financement du cinéma français. Et c'est là que Netflix vient forcément perturber tout cet équilibre-là, c'est que Netflix, à l'heure actuelle, ne finance pas le cinéma français. La loi va bien sûr évoluer pour intégrer tous ces nouveaux usages, et donc la SVOD, la vidéo à la demande par abonnement, dont Netflix. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez un délai donc de 4 mois à attendre avant la sortie des formats vidéo, vous avez un délai de 10 à 12 mois avant la première diffusion en payant, vous avez un délai de 22 à 24 mois, à préciser dans le tableau, avant la première diffusion en gratuit, et vous avez un délai de 36 mois avant la disponibilité potentielle, donc c'est des accords à signer entre les studios et Netflix en l'occurrence, 36 mois avant la potentielle mise à disposition sur Netflix. 3 ans donc. 3 ans, c'est donc ce qui explique pourquoi le Netflix français, puisque c'est une exclusivité française, ce petit système-là, 3 ans, ça explique pourquoi le Netflix film, côté film, sent vraiment la naphtaline. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous avez, ça m'est régulièrement arrivé de parler avec des amis qui pensaient
s'abonner à Netflix ou pas, et qui me disaient ouais mais enfin l'offre de films franchement elle est pas ouf quoi. Et effectivement, mais c'est à cause de qui? C'est à cause de la chronologie des médias. La chronologie des médias, en d'autres termes, elle n'arrange aucun consommateur. En revanche, elle va protéger les distributeurs et dans une certaine mesure les chaînes de télévision qui, bien sûr, elles-mêmes voient Netflix comme un concurrent. Alors bien sûr, la question se pose, est-ce que Netflix pourrait pas faire une exception pour ces deux films, Okja et The Meyerowitz Stories? Bah dans les faits, non. Pourquoi? Parce que si Netflix, qui ferait alors preuve de bonne volonté, disait bon bah ok, je cède, c'est Cannes, je vais faire une sortie en France. Admettons, avec la meilleure bonne volonté du monde, Netflix serait alors soumis à la chronologie des médias. C'est-à-dire que, admettons, Okja qui doit sortir d'ailleurs le 28 juin, je crois. Si Okja sortait le 28 juin en France dans les salles, il faudrait attendre le 28 juin 2020 avant que Netflix soit capable de l'offrir en vidéo à ses abonnés. Et on comprend bien sûr pourquoi c'est hors de question pour Netflix. Au-delà des considérations qui sont purement légales et techniques autour de la chronologie des médias, je voulais revenir sur les épisodes Almodovar et les huées du logo Netflix. Alors bien sûr, Almodovar, c'est le président du jury de Cannes 2017, et rien que pour ça, il est quand même le garant d'une certaine impartialité face aux films en compétition à Cannes. En faisant ça, enfin en ayant ces propos-là en interview, il casse un petit peu son rôle là. Alors bien sûr, il a rétropédalé, donc on peut pas, enfin voilà, on ne saura jamais s'il a effectivement dit ça ou effectivement voulu dire ça, mais en tout cas bon, il a probablement été rattrapé par la patrouille de la communication du Festival de Cannes, mais bref. Ok, maintenant revenons sur les huées. Mais quel irrespect de huer un simple logo et d'une certaine manière de huer le film qu'on va voir, alors qu'a priori les gens qui étaient dans la salle ne l'avaient a priori pas vu, sont là pour le juger, sont là probablement pour en faire des critiques, sont là... voilà, c'est... Quelle indignité. S'ils sont sélectionnés à Cannes 2017, c'est que Bong Joon-ho et Noah Baumbach ont quelque part mérité leur place, ils ont mérité d'être ici. Et les huées de la sorte, alors je veux bien que ça soit quelque chose qui soit arrivé régulièrement à Cannes, mais quand on hue quelque chose, enfin en tout cas de mémoire, quand les gens qui étaient là à une projection à Cannes ont hué quelque chose, c'est qu'ils étaient en train de voir le film. Là, en l'occurrence, les huées ont eu lieu avant le film, donc c'est-à-dire qu'on ne hue même pas le contenu. On siffle l'idée même que ce film-là soit sur une plateforme autre que dans une salle de cinéma. Donc du coup, moi je me suis posé une question, est-ce qu'on huerait de la même manière le Scorsese, qui va être une exclusivité Netflix, puisque il va bientôt d'ailleurs commencer le tournage de son prochain film, qui sera une exclusivité Netflix, si ce film-là avait été dans la même situation que ces deux autres films cette année, est-ce qu'on aurait hué Scorsese? Voilà, c'est une question que je me pose. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que si Okja existe sur Netflix, ou va exister sur Netflix le 28 juin, c'est parce qu'il existe grâce à Netflix. En tout cas, il existe dans cette forme-là, grâce à Netflix. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le réalisateur. Je préfère la salle de cinéma à tout autre mode de diffusion, mais Netflix m'a offert une liberté que les grands studios ne me donnaient pas, tandis que les petits producteurs n'avaient pas les moyens de financer mon film, trop cher pour eux. Mais contrairement aux studios de cinéma, Netflix m'a laissé libre de garder la violence et les grossièretés. Tant que mon film est bien distribué, le support m'importe moins que le Final Cut tel que je l'avais imaginé. En d'autres termes, il y a quelque chose d'extrêmement agaçant de penser qu'il y a certaines personnes qui considèrent que le cinéma n'est pas complet s'il n'est pas dans une salle de cinéma. Mais moi j'aimerais bien rappeler à ces personnes-là qu'il y a probablement énormément de films qui constituent leur culture cinématographique, qu'ils n'ont pas vu dans une salle de cinéma, qui sont probablement vus en VHS, qu'ils ont probablement vu en DVD, en Blu-ray, qu'ils ont probablement vu
à la télévision, qu'ils ont peut-être même vu sur un écran d'ordinateur ou dans un avion. Est-ce que, pour autant, ça fait de ces films-là des films qui ne sont pas valables d'être vus? Moi, c'est ça la question que je me pose, parce qu'au final, est-ce que Okja a une valeur moindre parce qu'il est sur Netflix, en tout cas exclusif sur Netflix? Pourquoi est-ce qu'un film nommé à Cannes et exclusivité Netflix serait intrinsèquement plus mauvais ou moins bon qu'un film qui ne l'est pas? C'est mon questionnement en ce moment. J'aimerais juste vous faire comprendre que ici, le problème, c'est pas forcément Netflix, même si effectivement, ça serait bien qu'il soit mis dans le système de financement du cinéma d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. C'est pour moi, le problème, c'est la chronologie des médias. Qui fait que, en tant qu'abonné à Netflix en France, on se fait baiser pour le catalogue de films, et, de la même manière, si on voulait regarder une production Netflix au cinéma, même ça serait pas possible. Parce que, je le rappelle quand même qu'il y a des deals qui ont été faits entre Netflix et certains distributeurs à l'étranger, c'est le cas notamment pour Okja, qui va sortir en Corée du Sud, parce que le réalisateur le voulait, mais même ça serait pas possible en France, en fait. Même ça serait pas possible, à cause de la chronologie des médias. Donc est-ce que il faudrait pas juste repenser tout ce système-là? Je comprends bien que la peur ambiante, ça soit que Netflix remplace peu à peu les salles de cinéma. Mais au final, il y a eu énormément d'évolution du marché du cinéma et de sa mise à disposition pour les cinéphiles. Est-ce que ça a pour autant tué le cinéma? J'ai pas l'impression. Et au final, la cinéphilie, qu'elle ne transcende pas le médium sur lequel elle est. Le médium sur lequel elle s'abreuve, en fait. Est-ce que, au final, un cinéphile, c'est pas quelqu'un qui va aller chercher le cinéma là où il est? C'est-à-dire, voilà, à l'époque où c'était uniquement possible d'aller chercher le cinéma hongkongais parce qu'il est disponible sur des VHS. Parce qu'il sort pas en salle. Est-ce que voilà, à l'heure actuelle, si le cinéphile veut aller voir Okja ou The Meyerowitz Stories, eh ben, il prend un abonnement Netflix. Il est même pas obligé de prendre un abonnement, il a un mois offert. Bref. Alors bien sûr, il s'agit pas pour moi de faire un plaidoyer pour Netflix ou de faire un réquisitoire contre les distributeurs et les salles de cinéma. Comme vous, j'aime aller voir les films en salle. Mais pour moi, cette situation dépasse ça. Pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ma tête. C'est-à-dire que il y a des choses voilà, c'est juste pas logique en fait. J'aimerais juste qu'on puisse imaginer d'intégrer éventuellement des acteurs comme la SVOD, donc Netflix notamment, Amazon Premium aussi, d'une certaine manière, de les voir intégrer d'une manière plus efficace à la chronologie des médias. Parce qu'à l'heure actuelle, on floue le consommateur qui est abonné à Netflix d'un catalogue qui pourrait être à peu près récent. Parce que là, 3 ans quand même. Je sais pas si vous avez vu récemment le catalogue Netflix en film. Selon moi, il y a de la place pour une chronologie des médias qui est un peu plus adaptée aux usages actuels. Voilà, je dis pas que j'ai les clés, mais j'ai aussi le sentiment que Cannes, en tout cas ces personnes qui huaient le logo Netflix, se trompent un petit peu d'ennemis. Alors bien sûr, tout ceci c'est qu'un questionnement, du haut de mes 27 ans et de ma culture probablement à parfaire. J'ai pas toutes les clés, j'ai que des questionnements à vous proposer, j'ai pas les réponses, bien sûr, à mes questions, mais en tout cas, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que Okja et The Meyerowitz Stories, qu'ils soient sur Netflix en exclusivité, pour moi c'est pas ça qui va tuer la cinéphilie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce sujet-là. Je suis sûr qu'il y aura plein d'autres gens qui parleront de ce sujet-là, et probablement bien mieux que moi.
Mais voilà, c'était une interrogation que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, si vous avez suivi l'histoire et si vous avez des choses à m'en dire. Si vous trouvez que, bon voilà, j'étais totalement à côté de la plaque, n'hésitez pas à me le dire aussi, si au contraire vous êtes d'accord. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas. En tout cas, je serai dans les commentaires pour réagir avec vous. N'hésitez pas à me dire que ça vous a plu en laissant un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, j'espère très bientôt, pour une nouvelle vidéo. À très bientôt tout le monde, salut à tous.